Bienvenue dans l'écoute, le podcast de 16 mai. Je suis Agathe Molinard, fondatrice de 16 mai, une maison d'esthétique basée à Lyon où nous prenons soin de vous, de vos petits et grands complexes, avec une équipe dont l'obsession est l'harmonie. Et dans ce podcast, je tends le micro à celles et ceux qui, par leur parcours ou leur regard, nous aident à mieux comprendre notre corps, notre peau, notre bien-être. Aujourd'hui, mon invitée est une athlète, patineuse artistique de haut niveau. Et elle a quelque chose d'assez rare. À 19 ans, elle a déjà développé une conscience de son corps que beaucoup d'entre nous mettent des années à construire, si on y arrive un jour. Et ce qui m'a frappée chez elle, c'est ça. C'est qu'elle ne subit pas son corps, elle l'écoute, elle l'entretient. Elle en prend soin avec une rigueur et une attention que j'ai trouvée franchement inspirante. Et puis le patinage artistique, c'est un sport à part, parce qu'on vous demande de performer, d'être belle en même temps, d'être puissante et gracieuse, de tout donner et d'avoir l'air de ne pas forcer. C'est une double injonction que beaucoup de femmes connaissent d'une façon ou d'une autre. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, du corps comme outil, du soin comme discipline et de ce qu'une athlète peut apprendre à toutes celles qui cherchent à mieux habiter le leur. Bienvenue Nell Denton. Bonjour Agathe. Je suis ravie de te recevoir. On va parler de plein de choses aujourd'hui, mais avant de commencer, j'ai une question à te poser. J'aimerais que tu me dises quelle est ta vision de la beauté. Waouh, très bonne question. Je dirais que avant tout, pour moi, la beauté, ça passe aussi par les petites choses de notre visage, de notre corps et à l'intérieur de nous-mêmes qu'on voit pas forcément. Et puis chez moi, je dirais que la plus belle chose, c'est le sourire parce que ça veut tout dire sans forcément parler. Et en fait, un beau sourire, un sourire sain qui est juste à l'écoute du reste, à l'écoute de soi-même, c'est super beau et ça transmet énormément de choses. Donc je dirais pour ma part que le sourire, c'est juste magique et la petite touche de beauté. Ok, merci beaucoup. Alors, toi, tu es patineuse artistique. Tu fais des études également, puis on en parlait juste avant. Tu as en plus un job. Je ne sais pas comment tu cumules les trois, mais tu sembles très bien le faire. Est-ce que tu peux juste te présenter, nous raconter un peu ton parcours dans le patinage ? Comme l'a dit Agathe, je m'appelle Nell Denton, j'ai 19 ans. Ça fait maintenant 12 ans que je fais du patinage, donc ça a commencé en bas de l'échelle et puis j'ai continué à monter en niveau au fur et à mesure des années. En 2022, j'ai été vice-championne de France. Et puis, suite à un accident, une commotion cérébrale, j'ai décidé de prendre un autre virage et d'aller représenter la Serbie. Question d'opportunité parce qu'à l'origine, je ne suis pas du tout serbe, mais en allant chercher cette opportunité, en rencontrant aussi le ministère des Sports, ça m'a permis justement d'obtenir le passeport en février 2026 et de pouvoir maintenant aller à l'international sous le drapeau serbe et de pouvoir continuer ma carrière. Je suis jalouse du coup que les Serbes t'aient attrapé. C'est pas le sujet du jour, mais on peut en fait représenter un pays qui n'est pas le sien. Et on peut que si... parce que le patinage, dans ma catégorie, ça se fait soit en solo, soit en couple. Oui. Quand on est en couple, il suffit qu'une des deux personnes ait le passeport pour pouvoir représenter le pays. Mais pour les Jeux Olympiques, il faut que les deux aient le passeport du pays représenté. Et dans mon cas, en solo, pour l'instant, effectivement, il faut que j'ai le passeport pour pouvoir aller à l'international. D'accord. Et c'est quoi ton quotidien en tant que patineuse ? Parce qu'il y a tout ce qu'il y a à côté, mais l'entraînement, le niveau d'entraînement... Et ça tourne beaucoup déjà autour des entraînements sur glace. 2 fois par jour, c'est entre 2 heures, 2 heures et demie, pas plus. 5 heures quand même. Ouais, c'est ça. 4-5 heures. Ouais, on est en 4-5 heures tous les jours, sauf le week-end quand même, il faut dire repos. Et puis à côté de ça, je fais énormément d'autres activités sportives comme le pilates, parce que pour tout ce qui est renforcement, même étirements avec le yoga ou les séances d'étirement comme ça qui sont hyper importantes pour le corps, que ce soit au niveau du renforcement des abdos, du périnée qui sont hyper importants chez la femme. Et puis les étirements dans un sport comme le patinage, faut prendre soin de ses muscles aussi, donc c'est important. Je fais pas mal aussi de sports d'endurance comme le vélo, la natation, la course. Et puis le petit côté fun, c'est le tennis. Je suis pas très douée, mais ça permet de se défouler, puis aussi de compléter avec le cardio, etc. Mais ça veut dire que c'est, en plus de tes entraînements sur glace, tous ces entraînements annexes, mais qui sont là aussi pour t'apporter ce dont tu as besoin pour performer sur la glace, c'est ton entraîneur qui te demande de les faire ou c'est toi qui complètes en fonction de tes besoins ? Et c'est plus moi, mais ça, je l'ai compris. Alors, j'ai toujours fait
beaucoup de sports en dehors du patinage, mais j'ai vraiment eu cette prise de conscience récemment que justement pratiquer plusieurs sports, pas forcément au niveau, mais vraiment loisir, de un, ça fait énormément du bien parce que ça sort du quotidien et de la routine des entraînements sur glace. Okay. Et puis ça apporte vraiment... chaque sport amène sa spécificité en fait. Donc faire plusieurs sports, et du coup je vais être plus performante sur la glace, beaucoup plus endurante aussi. Et vice versa, ce que m'apporte le patinage, je peux le mettre dans d'autres sports en fait. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et alors, le patinage, le patinage artistique, mais on peut dire patinage là pour aujourd'hui, mais c'est un des rares sports, je trouve, où l'esthétique est notée. Oui. Enfin, je trouve, mais en fait, je crois. Hein, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup d'autres. Il y a quand même des sports peut-être au niveau sur la danse, la gym, voilà. Mais en tout cas, ça fait partie de ces rares sports. Comment toi, tu vis ça personnellement ? Je dirais que ça a été compliqué pendant de nombreuses années parce que on grandit dans cette croyance que le corps doit être fin, doit souffrir entre guillemets, que ça passe forcément par des restrictions alimentaires, par une obsession du corps, par une obsession du poids, enfin voilà, toutes ces questions quand même dans les sports artistiques qui sont quand même aujourd'hui beaucoup décrites aussi. Et justement, ça, pendant des années, ça a quand même été compliqué parce que le rapport à mon corps n'était pas forcément le plus sain. Parce que, faut toujours être la plus belle, toujours être la plus fine. Donc en fait, en faisant ça, on ne prend pas forcément conscience que son corps, c'est notre temple. Et que si on n'en prend pas soin, on va vite tomber dans le panneau, quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as pris conscience de ça, mais ça t'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Ouais. Et tu arrives quand même à être à l'aise avec le fait que, en fait, quand on te regarde patiner, on regarde à la fois ta performance technique, mais aussi alors ta grâce. Alors on peut dire que ça fait partie de la performance technique aussi, hein, peut-être, mais aussi la façon dont tu es habillée, effectivement, ton corps, ton visage, la façon dont tu es maquillée, enfin, tout ça est quand même est vraiment regardé. En fait, c'est ça, on a vraiment, nous, deux spécificités de notation. On a la partie technique, on appelle ça le score technique, qui vraiment va être basé sur tous les mouvements qui sont faits par les pieds et le corps. Et après, il y a la note artistique, où effectivement vont être notées la grâce, effectivement, ça, c'est pas le truc qu'on met en avant, mais on le sait tous, comment on est maquillé, coiffé, les tenues. Ah, c'est pas officiel, ça? C'est pas mis dans les règlements, mais D'accord. On sait tous que ça fait partie de la notation. Ça influence, quoi qu'il en soit. Donc, On va dire que j'ai quelque chose, on va dire, avec moi, c'est que j'ai toujours eu cette grâce naturelle et que sur les patins, ça m'est toujours venu, en fait, naturellement. Et forcément, du coup, j'ai eu ce côté, on va dire, entre guillemets, en moins à travailler, parce que je ne l'ai jamais perdu, même au fil des années, en grandissant, en changeant physiquement, en devenant une femme. Donc ça, c'était vraiment mon point fort. Et puis après, c'est vrai que quand on tombe dans un sport artistique comme ça, souvent, le maquillage, les coiffures, les tenues, on passe vite à passer des heures à réfléchir à comment être parfaite, entre guillemets, le jour de la compétition. Mais comment on se construit, notamment quand on est petite, avec, quand justement on est jugé à la fois sur sa force et sur son apparence? Je trouve que c'est quand même compliqué parce que ce jugement sur l'apparence, souvent, arrive plus tard. En tout cas, la conscience... je pense, j'espère, je sais pas, ayant une petite fille, j'espère, mais arrive plutôt à l'adolescence, quoi. Tu vois, finalement, toi, tu me dis que tu as commencé à 7 ans, donc très vite, tu savais que tu étais jugée sur ton apparence. Comment on se construit comme ça? Et j'ai encore cette notion de ma première compétition, donc c'est rare de s'en souvenir, mais c'est vrai que je m'en souviens encore. J'avais pas du tout notion de cette beauté, entre guillemets, à avoir sur la glace. Certes, j'étais toute petite, toute mimi, enfin voilà, j'avais 7 ans, mais c'est ma maman qui me coiffait, la tenue, effectivement, c'était une couturière qui l'avait faite à l'époque aussi, mais j'avais moins conscience de tout ce travail. En fait, ça arrivait un peu, j'avais 7 ans, donc forcément, je dirais pas tout ça. Et puis, c'est vrai, arrivé à l'âge de 10-11 ans, il y a quand même cette prise de conscience qui a été faite vis-à-vis de, effectivement, toute cette beauté à mettre en place pour être parfaite, en fait, dans ce sport.
Et forcément, ça amène pas quelque chose de sain. Ouais. Ça amène vraiment ce côté presque élément perturbateur, en fait. Une pression énorme. Une pression. Et puis, on en arrive même, et je dis on parce que c'est le cas de beaucoup de patineuses, mais à se regarder les cuisses, les bras, et en fait, à se dire, bah non, mais je suis pas parfaite comme on me demande d'être parfaite. À 11 ans, quoi. Ouais, à cet âge-là, jeune. ça commence Sûr. jeune. Parce que aussi, je pense qu'on a les croyances des plus grandes patineuses qui étaient devant nous. Et puis, les patineuses, nous, qu'on est aujourd'hui, des juniors, seniors, donc on fait quand même partie des grandes patineuses, c'est plus la même génération que celle d'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le même regard sur notre corps qu'à l'époque, les filles de notre âge avaient. Je dirais qu'il y a quand même eu cette évolution en 10-13 ans, en fait, même du regard des autres. Ça a quand même évolué. Avec plus de pression ? Avec moins de pression aujourd'hui. Avec moins de pression. Ouais. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça, c'est positif. Et à l'époque, il y en avait énormément. Et aujourd'hui, beaucoup moins. Parce que justement... Les codes étaient encore plus à suivre et plus difficiles. Et aujourd'hui, justement, les patineuses prennent position sur tout ce qui est TCA, déjà de 1. Sur aussi des maladies auto-immunes qui sont développées à force de ne pas manger, de se restreindre, de ne pas être, de pas être saine avec soi-même. Donc en fait, je pense que cette prise de parole a beaucoup aidé aussi la jeune génération à se développer dans le monde du patinage différemment. De manière un peu plus saine, quoi. C'est ça. Ouais. Et il y a des sports, en fait, dans lesquels on peut un peu, entre guillemets, oublier son corps pendant qu'on performe. C'est-à-dire qu'en gros, on se prépare avant, mais au moment où il y a la performance, on peut l'oublier. C'est complètement, je pense, l'inverse sur le patinage. Puis en plus, ton corps, il est vraiment effectivement visible, mais de tous. Vous êtes en body, mini-jupe, pas en body, ça, quoi. C'est quoi pour toi être bien dans ton corps quand t'es sur la glace ? Qu'est-ce qui te paraît être la représentation du fait d'être aligné, tu vois, avec ton corps à ce moment-là ? Et à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que ça passe par le plaisir des entraînements et le plaisir aussi d'aller en compétition. Et en fait, cette notion de plaisir amène forcément, enfin du moins chez moi, amène cette notion en fait de je suis bien, je suis alignée avec moi-même, je suis posée. Parce que justement, quand on fait en aimant vraiment ce qu'on fait, sans réfléchir, sans se poser de questions, en fait, il n'y a plus cette question du corps qui arrive parce que justement, tout le reste prend le dessus. La création, l'envie d'aller en compétition, de venir s'entraîner. Et en fait, cette notion de est-ce que je suis parfaite, elle va à l'oubliette presque. Donc ça, c'est on va dire le super pouvoir d'être alignée avec soi-même, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et d'être heureuse tout simplement. Je pense que ça aide énormément. Ouais. Et ton corps, tu disais que c'était ton temple, c'est un outil aussi. Et comment t'as appris à l'écouter ? Là, tu parlais de troubles alimentaires, pas spécifiquement pour toi, mais de ce sujet-là de manière générale. Comment t'en prends soin sur la nutrition ? À quel moment, d'ailleurs, tu as dû basculer ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien, dans quelque chose de conscientisé, au moins, je ne sais pas si c'est programmé, mais comment t'en prends soin sur la nutrition et puis sur les soins aussi ? Carrément. De 1, sur la nutrition, c'est vrai que souvent on est amené à rencontrer des diètes, des nutritionnistes. J'en ai vu beaucoup. Oui. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui marche vraiment, c'est juste manger ce qui me fait plaisir, manger les petits plats de ma maman, de pas trop me restreindre en fait. Et j'ai compris qu'en mangeant, en étant complètement alignée avec ça, en aimant manger finalement, enfin c'est la base quoi, tout de suite on est beaucoup mieux et puis c'est pas forcément ça qui va nous amener du mal en fait justement. Moi, ça m'a amené de la performance, ça m'a amené une reconstruction aussi. Mais pour moi, la nutrition, c'est plutôt nécessaire. C'est plutôt dans le sens où, en fait, il faut... et ça veut dire que tu te poses pas de questions, tu n'as pas un espèce de programme dans lequel tu dis il faut absolument que j'ai tel volume de prot, tel volume de... Je sais pas. Moi, je suis un peu à côté de ça. Alors, effectivement, quand même, j'ai tous mes aliments dans mon assiette à chaque repas, protéines, glucides... Ouais, tu as quand même 2-3 fondamentaux auxquels tu fais très attention. Oui, ça, les fondamentaux, ils sont tous là. Après, c'est vrai que suivre un programme, j'ai déjà essayé et en fait, c'est pas ce qui me convenait. C'est là où où j'avais envie de manger du sucre, là où même des fois, on me disait de manger en fait trop que ce que mon corps pouvait absorber. Donc en fait, finalement, derrière, on est ballonné, on n'est pas bien du tout.
Donc aujourd'hui, oui, dans l'assiette, par contre, il faut avoir tous les aliments nécessaires parce que c'est ça qui fait fonctionner la machine. Mais c'est vrai que je me pose pas plus de questions que ça. Mais parce que tu as appris très tôt à écouter ton corps, justement. C'est ce que ça. Tu dis, c'est que finalement, tu t'es rendu compte que quand tu suivais tes programmes, ça te convenait pas, et donc en fait, tu te fais confiance, quoi. C'est ça. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de simplicité, en fait, à manger. Puis c'est quelque chose, en fait, qui est devenu fun, entre guillemets, à faire, quoi. Alors qu'avant, c'était limite un supplice par moment du fait de cette notion d'être parfaite, en fait, pour le patinage. Un supplice parce que tu avais peur de trop manger, ou un supplice parce qu'il fallait absolument avoir tant de grammes de prot, 30 grammes de glucides, 30... Les deux. Franchement, les deux. Okay. Ça dépendait après des périodes, des nutritionnistes, etc. Mais en fait, on a déjà assez de pression comme ça, donc avoir cette pression pour l'alimentation, alors que c'est notre essence pour le corps, en fait, une fois qu'on a compris que c'était pas une pression, c'est tellement plus simple. Ouais, c'est intéressant, je trouve. Parce que là, toi, t'es athlète, mais en fait, il y a ce sujet avec tout le monde. C'est-à-dire que même quand on n'est pas sportif de haut niveau, il y a quand même Alors, il y a pour certains pas du tout cette conscience, mais sinon cette envie de quand même potentiellement prendre soin de soi. Nous, on fait tout pour que ce soit de plus en plus le cas, mais avec cette impression qu'il faut absolument... Alors, il y a des modes en plus, tu vois, sur les régimes, les trucs de nutrition, mais avec cette impression qu'il y a vraiment des règles à respecter, etc. Et en fait, ce que tu dis, c'est que... Moi, je démolis un peu ça. Ouais, mais c'est intéressant, du coup. Tu vois, c'est intéressant. Et puis, si, par contre, vis-à-vis de l'alimentation, c'est vrai que je mange très fait maison. T'as une base très saine, en fait. Moi, j'aime pas du tout les fast-food. Enfin, ma base est saine, en fait, à partir de ça... je vois pas où je pourrais mettre une restriction, en fait. Si la base est saine, finalement ça déroule tout seul après, donc merci, parce que tu vas détendre beaucoup de temps. Et tu arrives à être performante physiquement, c'est ça, oui. Donc c'est chouette. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de justement ta routine je sais pas, de récupération ou de préparation physique? Tu disais que tu faisais plein de sports différents parce que finalement c'est ce qui va te muscler de certaine manière, travailler ton cardio, etc. Carrément. Je sais aussi que tu viens régulièrement chez 16 mai faire des drainages lymphatiques. Donc comment t'en es venue par exemple à intégrer ça dans ta routine? Enfin, c'est quoi ta réflexion autour de ça? Comment tu prends soin en tant qu'athlète de ton corps au-delà de la nutrition? Et justement, au-delà de la nutrition, c'était vraiment cette prise de conscience vis-à-vis des massages. Parce que dans de nombreux sports comme le foot, le rugby, le basket de haut niveau, il y a déjà cette prise de conscience sur les massages, en fait, déjà depuis des années. Pour être allée aux États-Unis, au Canada, c'est des choses que j'avais déjà repérées. Et en fait, moi, j'étais tout le temps prise des cervicales, mauvaise circulation. Et à un moment donné, la question est arrivée, est-ce qu'un massage, en fait, aiderait pas ? Donc ça a commencé avec les massages de kiné, d'ostéo, enfin le classique. Et puis finalement, en cherchant plus, le massage lymphatique est arrivé sur la table. Et puis j'ai testé tout d'abord il y a 2 ans maintenant. Et puis après, je suis arrivée chez 16 mai du coup, depuis 1 an. Et puis en termes de récupération, c'est incroyable parce que rien que pour la circulation du sang, c'est top, surtout qu'au patin, on le sait, avec le froid, c'est pas là où le sang circule le plus, justement. Et puis après, toute la question autour des muscles, de leur bien-être aussi à eux, parce que c'est notre corps. En fait, j'ai vu une réelle amélioration avec justement ce drainage, en fait. C'est-à-dire tu l'as ressenti, c'est-à-dire qu'en fait, et donc, tu viens régulièrement Ça te fait quoi? Ça t'allège? Ça te permet... Sur la récupération, tu ressens quoi? Quand tu viens et quand tu viens pas, quelle va être la différence? Et justement, quand je viens, il y a toute cette notion d'allègement du corps, en fait. Le corps plus léger. Forcément, du coup, un corps qui est plus léger, derrière, aller faire des entraînements, c'est beaucoup plus simple parce qu'on subit pas le corps. Parce que ça arrive, des fois... c'est plus compliqué d'y aller, et justement avec un massage, déjà il y a cette notion du corps plus léger, donc en fait pareil, ça déroule tout seul. Et puis quand je viens pas, effectivement les courbatures déjà arrivent plus vite. Et puis le corps qui est plus lourd aussi, enfin je sais pas comment le dire autrement, mais t'as des courbatures parce que en t'entraînant si régulièrement
À la fois, on peut imaginer que tu as des courbatures parce que tu pousses ton corps hyper loin, et en même temps que tu as un tel entraînement que finalement, tu as l'impression souvent que tu as des courbatures quand tu n'as pas fait de sport depuis longtemps et que tu t'y remets. En fait, oui et non, mais surtout, vu que j'alterne entre différents sports, c'est-à-dire qu'au patinage, effectivement, j'aurais pas beaucoup de courbatures parce que j'en fais tous les jours, donc le corps est habitué. Par contre, dès que je vais aller courir et que j'ai pas couru depuis, je sais pas moi, 5-6 jours, ah oui, les mêmes courbatures que tout le monde, parce que ça fait travailler d'autres muscles. Et en fait, c'est ça qui est top en faisant tout plein d'autres sports, c'est que je fais travailler vraiment tous les muscles en fait. Donc, et puis oui, donc le drainage aide beaucoup à cette récupération et le côté surtout bien-être. Ça fait pas que du bien au corps, ça fait du bien à la tête aussi. Ouais, et c'était mon autre question, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté à un moment donné de prendre soin de toi autrement, au-delà de la performance pure, enfin, tu vois, qu'est-ce que ça t'a... Justement, cette question de bien-être, en fait, elle arrive tard, je trouve. C'est quelque chose qu'on devrait nous expliquer dès tout jeune, en fait, dès le centre de formation. Et en fait, moi, elle est arrivée très tard, cette notion de bien-être, alors qu'en fait, un corps qui n'est pas en bonne santé, qui est trop poussé, qui n'est pas aligné avec lui-même, enfin, on sait aussi que si la tête marche pas avec le corps et vice-versa, on va dans le mur. Et en fait, depuis cette prise de connaissance autour du bien-être, j'ai jamais été autant alignée avec moi-même, aussi bien aussi au niveau du mental, beaucoup plus posé, moins de pression, moins de stress. Et puis pour le corps, tout est bénéfique, quoi. C'est un corps en bonne santé, donc forcément la tête, elle suit derrière. C'est une forme de récompense aussi un peu, ou pas? Ouais, carrément. Ouais. Parce que moi, quand je viens en massage ici, souvent je sors de l'entraînement et après le massage, je me dis waouh, ok, ça m'a fait du bien, c'est top. Après une bonne journée d'entraînement, j'ai plus qu'à aller dormir derrière parce que le corps est reposé, la tête aussi. Et oui, il y a cette notion de récompense et c'est top, quoi. Tu fais des drainages lymphatiques de manière très régulière. Est-ce que tu as vu un effet sur ton sommeil, ton immunité? Après, c'est pas toujours facile de percevoir, mais on sait qu'il y a un impact. Toi, tu l'as ressenti ou... Au niveau du sommeil, quand je viens en soins en fin de journée, effectivement, derrière, je m'endors très tôt et je récupère super bien. T'as une meilleure récupération après. Des fois, je viens le matin, donc c'est vrai que c'est plus compliqué d'avoir cette notion-là. Mais c'est vrai qu'en fin de journée, ça permet de... souvent, si je finis à 18h, 18h45, moi, je sais que je mange tôt, donc j'ai plus qu'à aller manger, puis après, au dodo. Et c'est vrai que les nuits, elles sont hyper reconstructives. Tu manges tôt parce que c'est comme ça et que c'est ton habitude, ou tu manges tôt parce que c'est bon pour ton corps? Les deux. Les deux, parce que bon pour mon corps, parce que c'est un rythme que j'ai pris. Donc si je dévie de ce rythme, forcément, le corps crie famine, quoi. Enfin, il a faim à cette heure-là. Et en fait, c'est aussi en fait c'est le rythme que j'ai pris depuis des années. Je mange très tôt le midi et très tôt le soir. Okay. Et en fait, c'est ce qui me convient le mieux. Donc, pareil, là-dessus, je me suis écoutée et c'est ce qui fonctionne. Et en termes de sommeil, tu t'imposes des choses? Moi, je suis une grosse dormeuse. Okay. Je dors énormément, entre 9-10 heures par nuit. Ah ouais, okay. Ouais, donc je me couche relativement tôt. Et puis, vu que je me lève tôt le matin pour les entraînements, forcément, j'ai un rythme décalé. Donc, des fois, autour de 20h, 21h, je m'endors et puis je me réveille le matin à 6h et puis c'est reparti, quoi. Ouais, mais du coup, pareil, là, tu as bien conscience que ça te fait du bien, donc en fait, tu déroges pas trop à la règle, quoi. Non, et puis pareil, moi, j'ai toujours beaucoup dormi. Et puis, c'est mon moyen aussi d'énormément récupérer. C'est-à-dire que après une longue journée, si je n'ai pas mon quota d'heures de sommeil, le lendemain, ça va être compliqué. Donc, c'est vrai que là-dessus, le sommeil, c'est non négociable. Ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que tout ce que tu fais, je trouve que c'est du bon sens. Tu t'imposes rien de drastique, tu vois. Et on peut imaginer qu'un sportif de haut niveau... se met dans un truc, et pour certains d'ailleurs, je pense que c'est le cas en fait, mais il y a plusieurs façons de le faire, et certainement la différence, c'est l'écoute qu'on a de son corps en fait. En fait, aujourd'hui, ce que je dis quand on me pose la question face à tout ça, parce qu'on pourrait se dire ça fait beaucoup de rythme, beaucoup de choses à penser, et en fait aujourd'hui j'ai créé tout ça
parce que justement je suis revenue de cet accident qui en fait ça m'a changé, mais surtout ça, j'ai eu cette prise de conscience et en fait aujourd'hui faire tout ça et bah c'est me sentir mieux et c'est pas trop, c'est juste pouvoir tout faire en étant vraiment aligné, en étant organisé, en m'écoutant aussi énormément. Cet accident, c'était quoi? C'était une mauvaise chute? Une commotion cérébrale, une Ok. mauvaise chute sur un pas très très bête sur la glace. Et puis il a fallu, là ça fait 3 ans que la chute a eu lieu. Il a fallu bien 2 ans de rééducation parce qu'au début je parlais plus, je marchais plus. Ok. Donc il y a eu toute la rééducation cognitive mais aussi vestibulaire. Et en fait cet accident, il est, avec le recul aujourd'hui et tout le travail psychologique qui a été fait aussi, il n'est pas arrivé pour rien. Donc aujourd'hui, prendre soin de moi, m'écouter, avoir aussi les temps de pause que je prenais pas avant, c'est très important. Ouais. Ça a été ton point de bascule, en fait. Ouais. C'est ce qui t'a permis de changer Bah, ta façon je pense que ça faisait des années, c'est pas je pense, c'est je le sais, ça faisait des années que je jouais finalement avec mon corps, avec ma tête, parce que c'est aussi quelque chose qui était devenu normal en fait. Et ça a été ouais, l'élément de bascule. Alors certes, il y a eu toute une phase de déni après cette chute, mais dès le moment où je me suis dit, oh, on n'a qu'une vie, il faut se réveiller, ça a vraiment été l'élément déclencheur de faire passer le bien-être et puis l'écoute de soi-même avant tout le reste. faire les choses autrement, quoi. C'est ça, Ouais. complètement. C'est dommage de devoir avoir, mais c'est une réalité pour beaucoup de choses, Ouais, c'est dommage de devoir avoir de devoir pousser le curseur un peu trop loin, c'est ça. mais c'est le cas pour Et puis beaucoup. des fois, quand on aime les choses, enfin, le patinage, c'est ma passion, je suis animée par ça. Et ça devient presque comme de la dopamine, quoi. C'est aller à l'entraînement tous les jours, pousser encore plus. Et des fois, ouais, on s'oublie, quoi. Et c'est Et dommage. t'as pas des moments justement où t'en as marre, parce que tu peux aussi en avoir marre, ou avoir la flemme, ou avoir envie de faire Ouais. autre chose, ou ton corps qui justement là pour le coup est épuisé. Qu'est-ce qui se passe le jour où tu te sens que t'es vraiment physiquement pas au niveau? T'y vas quand même? Et bah, avant, j'y serais allée. Et Ouais. j'y serais allée sans le montrer. Aujourd'hui, c'est différent parce que bon, bah, j'ai eu ce que j'ai eu, mais j'ai aussi changé d'équipe sportive. Donc, je suis avec une nouvelle coach. Et en fait, on est aussi que toutes les deux à l'entraînement. Donc, on a vraiment ce partage et puis l'écoute de chacune. Donc, en fait, c'est-à-dire que s'il y a même un jour où j'ai mal à la tête, où vraiment je me sens pas comme ça a pu arriver pendant l'hiver, et bah je préfère dire je viens pas à l'entraînement, je me repose, comme ça demain je reviens et je suis au niveau, je suis là et on reprend le travail, que en fait venir pas du tout être présente et puis en fait pas forcément faire le meilleur du travail, quoi. Donc Et est-ce que tu penses que tout le monde peut développer cette conscience du corps sans être athlète? ouais, moi je pense parce que bah, notre corps c'est notre outil pour la vie finalement. Et puis en prendre soin, bah, c'est aussi de la longévité, c'est aussi pouvoir profiter pleinement de tous les atouts de la vie. Et puis justement, même quand un jour ça va pas, prendre soin de soi, ça fait tellement du bien et ça permet tellement de recharger les batteries pour pouvoir y retourner le lendemain. Donc ça s'adresse à tout le monde complètement. C'est ça que tu aimerais qu'on retienne de ta façon de prendre soin de toi? C'est cette... Bah, c'est pas avoir peur de dire qu'aujourd'hui on peut pas en fait, parce que je pense que beaucoup de personnes y vont sans forcément dire que ça va pas. Et je trouve que dire que ça va pas, c'est pas une faiblesse en fait, c'est une force parce que justement ça montre qu'on sait s'écouter, ça montre que bah, son bien-être passe avant aussi beaucoup de choses. Et je trouve que c'est hyper important et justement c'est une force et cette prise de conscience c'est incroyable parce que ça permet d'être dans ses baskets, de pouvoir y aller et de pas passer à côté de sa vie. Ok, je crois que c'est une bonne façon de conclure. J'ai une toute dernière question pour toi. Quelle est la dernière plus belle chose que tu aies vue? Dans la vie de partout. Ouais. Bah, de façon entre guillemets un peu égoïste, c'est le parcours que j'ai fait depuis 3 ans pour revenir à la vie, si je puis dire. J'étais tellement loin et j'ai frôlé la mort aussi. En fait, ça a été diagnostiqué où j'aurais pu aussi rester handicapée. Et en fait, cette bataille que j'ai menée pendant bientôt 3 ans, c'est à la fois ma force et à la fois mon histoire. Et je trouve que c'est beau et aujourd'hui, j'en parle aussi beaucoup pour d'autres personnes. Et c'est magique parce que
parce que je transmets ça aussi à la fois, même si c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de d'autres. Et je trouve que c'est très beau aussi de ne pas rester seule là-dedans, de voilà, pouvoir transmettre ça et de pouvoir continuer à grandir aussi grâce à cette histoire. Donc, en tout cas, de façon un peu égoïste, c'est la plus belle chose que je retiens de cette expérience. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Nel. Merci, Agathe. Merci. Merci Nell Denton pour ces mots. Moi, ce que je retiens finalement, c'est que même une sportive de haut niveau n'a pas forcément besoin d'être dans un protocole très établi. Et écouter ce que son corps nous souffle de faire est potentiellement la meilleure façon d'agir pour en prendre soin. Ça commence donc par un geste assez simple finalement, s'arrêter, écouter. Prendre soin aussi avant que ça devienne urgent. Et prendre soin en conscience, de manière régulière, avec bienveillance. Et je crois que ça, c'est quelque chose que chacune d'entre nous peut s'approprier à sa manière et à son rythme, chacune et chacun, évidemment. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Ça nous aidera aussi à faire résonner notre message plus loin. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'écoute.